Bonjour à tous, nous sommes le 8 septembre 2025, même si cette vidéo est probablement publiée 10 mois plus tard. Le sujet du jour, ça va être l'écriture de la troisième version du module String Buffer. Et alors, je ne sais pas encore si cette version 3 sera la version définitive, mais en tout cas, c'est celle qui me permet de vous enseigner les choses les plus importantes que j'avais prévu d'enseigner à travers l'écriture de ce module. Nous allons, par exemple, entre autres, expliquer ce qu'on appelle un type abstrait de données en programmation. Et si ça vous semble précisément abstrait, dites-vous bien que c'est pas pour ça que c'est inutile. Quand vous aurez compris le concept, vous aurez beaucoup avancé. Et allez, première page et déjà première bêtise. J'ai écrit type abstrait de données et je me rends compte qu'au montage. Décidément, c'est pas beau de vieillir. Je m'appelle toujours Jacques-Olivier Lapeyre et je vous informe que dans cette vidéo, on va passer quelques minutes sur ces slides faits vite fait avec du papier et des feutres. Et après, on va programmer et là, ça va devenir super intéressant. D'ailleurs, j'ai la prétention d'affirmer que mes vidéos de cours sont généralement très intéressantes, même si la forme est faite à l'arrache-poète. Revenons d'abord sur la version 2 qui a été écrite dans la vidéo, qui a été écrite sans liaison dans la vidéo précédente à travers deux schémas de mémoire. Je dis bien à travers deux schémas. Voici le premier. Pas numéro 1, c'est quand nous écrivons du code de ce genre-là. Nous créons une variable buf de type strbuffer étoile. Buf n'est donc pas une struct mais un pointeur de struct. Et on appelle la fonction regstr to strbuffer avec comme paramètre la chaîne de caractères, la C-string classique Toto. L'appel de cette fonction va retourner dans la variable buf un pointeur vers un objet, appelons ça comme ça, de type strbuffer, qui contient lui-même la chaîne TOTO. Bref, en mémoire, comment la chose se présente. Quelque part est stockée la valeur de buf, mais comme buf est un pointeur, la valeur de buf, c'est une adresse, représentée sur 8 octets comme on le sait. L'adresse de quelle zone de la mémoire? Eh bien, par exemple, l'adresse de la case que vous voyez au bout de la flèche violette. On met une flèche pour dire que le pointeur buf a pour valeur en réalité l'adresse pointée par la flèche, quoi. Ça évite de devoir mettre des nombres, des adresses inventées, arbitraires, qui de toute façon, dans la réalité, sont susceptibles de changer à chaque fois qu'on réexécute notre programme, comme nous l'avons déjà prouvé dans une des vidéos précédentes. Bref, dans la zone de mémoire qui commence à l'endroit pointé par la flèche, on trouve quoi? On trouve le champ buf flèche len, qui tient en 4 octets et dont la valeur ici est 4, parce qu'il y a 4 caractères dans la chaîne TOTO. Ensuite, on a 4 octets inutilisés, on a expliqué pourquoi à la fin, vers la fin de la vidéo précédente. Et enfin, on a le champ buf flèche data qui est lui-même un pointeur, donc sa valeur est une adresse représentée sur 8 octets, et ce pointeur pointe vers ce qui se trouve directement après lui en mémoire, c'est-à-dire la suite des cases de 1 octet de large qui contiennent les caractères de la chaîne. Dans la largeur de la feuille, j'ai pu représenter que la première, le T majuscule qu'il y a au début du mot Toto. On rappelle que, effectivement, on va voir que 4 cases de mémoire occupées par les caractères de la chaîne, TOTO, pas d'octet nul final ajouté en fin de chaîne. Dans notre type de données strbuffer, ça ne sert à rien de faire ça. Et passons maintenant au cas numéro 2. Dans le cas numéro 2, le code écrit ressemble plutôt à ceci. L'objectif est encore de convertir la C-string Toto en un string buffer, mais cette fois, la variable buf n'est plus déclarée de type strbuffer étoile, mais strbuffer tout court. Autrement dit, buf est directement une struct, c'est plus un pointeur de struct. C'est la raison pour laquelle à la fonction stack regstr to strbuffer, je passe en premier paramètre adresse de buf et non buf lui-même.
Dans ce cas-ci, buff étant directement une struct, eh bien, la valeur de buff, c'est tout ça. C'est toute la struct en elle-même qui ressemble évidemment à ce qu'il y avait sur la deuxième ligne, la page précédente, si ce n'est que cette fois, il n'y a pas les caractères TOTO. Ils ne sont pas stockés à cet endroit-là dans la mémoire. Donc, on a toujours ici le champ buff.len, ensuite 4 octets inutilisés, et puis le champ buff.data, mais j'ai oublié de l'écrire sur ma feuille, qui est une adresse représentée sur 8 octets, une adresse qui pointe vers un tout autre endroit de la mémoire dans lequel se trouvent les octets de la chaîne. Et notez que j'ai mis 2T majuscules, alors qu'en principe, seule la première lettre du mot Toto est en majuscule dans ce que j'ai écrit en haut. Ça fait donc une petite incohérence sur cette page, mais elle reste compréhensible quand même. Petite précision, dans la première ligne, là, nous avons des données qui figurent dans la pile, alors que dans la deuxième ligne, nous avons des données qui ont été allouées sur le tas. Et cette remarque est valable aussi pour la page précédente. Dans la page précédente, la première ligne représentait des choses allouées sur la pile. En l'occurrence, il y avait juste le pointeur buff qui était alloué sur la pile. Et dans la deuxième ligne, on voyait également, comme là, ce qui était alloué dans le tas. Mais vous voyez que c'est quand même une organisation de mémoire vraiment différente. Aviez-vous compris tout ça quand on a rédigé le code de la version 2 de String Buffer dans la vidéo précédente? Si la réponse est non, vous avez sûrement besoin de revenir un petit peu en arrière dans nos vidéos, mais je ne saurais pas dire où exactement, je ne peux pas lire dans vos pensées. En attendant, nous allons maintenant nous attaquer à la version 3. Sur cette page, nous allons d'abord parler d'une fonction des bibliothèques standards du langage C qui est très utile et dont nous n'avions pas encore parlé jusqu'à aujourd'hui. Et il se trouve que ce qu'on va expliquer est à savoir pour la version 3 de notre module. Imaginons la situation suivante. Nous avons, à l'aide de malloc, alloué un bloc de mémoire d'une certaine taille, peu importe, j'ai mis des points de suspension, et malloc a retourné dans notre variable Toto un pointeur, enfin l'adresse de la zone de mémoire qu'on vient d'allouer. À partir de ce moment-là, vous savez que Toto pointe vers une zone de la mémoire dont la taille est supérieure ou égale à celle qu'on a demandé à malloc. J'ai bien dit supérieure ou égale. L'ennui, c'est qu'en tant que programmeur, on ne peut pas savoir quelle est la taille exacte. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas du tout de moyen simple de savoir. Si je me trompe, n'hésitez pas à nous informer dans les commentaires sous cette vidéo. La seule garantie, si toutefois malloc a retourné autre chose qu'un pointeur nul, c'est que la zone a une taille qui est au moins égale à celle qu'on a demandé. Donc, on se sert de notre variable Toto, on met des choses dans la zone de mémoire allouée. Tant qu'on ne dépasse pas la taille qu'on avait demandé, on est sûr que tout se passe bien. Et imaginons qu'à un moment, on ait besoin d'une taille plus grande. Alors, si on a besoin d'une taille plus grande, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, on va avoir un autre pointeur que je vais par exemple appeler Titi. On va faire Titi égale malloc de la taille plus grande dont on a besoin. Puis ensuite, on va copier tout ce qu'il y a dans Toto dans Titi, puis on va faire free sur Toto. Et si on veut que notre variable continue à s'appeler Toto, on va juste faire une affectation, Toto reçoit Titi. Si, on a déjà vu ce que ça veut dire de copier un pointeur vers un autre pointeur. Si. Dans notre cours qui parlait des tableaux et des pointeurs, d'ailleurs le titre du cours c'est tableaux et pointeurs tout simplement, on l'a fait. Bref, on peut faire ce que je viens de dire là, si on veut réallouer Toto avec une taille plus grande. Mais on peut faire mieux. Parce que rappelez-vous que quand on a fait notre premier malloc, celui qui est écrit en violet sur cette page, on a peut-être reçu une zone de mémoire plus grande que ce dont on avait besoin. Et si ça se trouve, elle est même au moins aussi grande que la nouvelle taille plus grande dont on a besoin. On appelle la fonction realloc en lui passant en paramètre la nouvelle taille de données dont on a besoin. Et bien sûr, on va écrire, sans doute aujourd'hui même, j'espère ne pas oublier, une fonction memory realloc.
Donc, on appelle realloc en précisant le nombre d'octets dont on a besoin et on va réaffecter dans la variable toto la valeur retournée par realloc. De sorte à ce qu'à partir de ce moment-là, toto pointe vers une zone de la mémoire dont la taille est effectivement au moins aussi grande que la nouvelle taille qu'on a demandée. Mais pendant l'exécution de realloc, il y a deux cas possibles. Soit il y avait une taille allouée initiale, c'est-à-dire le malloc qu'on a fait au début, suffisamment grande déjà, auquel cas realloc ne fait rien, il se contente de retourner la valeur actuelle de toto. Ce qui veut dire que quand on fait toto reçoit realloc de je sais pas quoi, eh bien le pointeur toto à l'arrivée, il a toujours la même valeur, il contient toujours la même adresse. Il n'y avait rien d'autre à faire, il n'y a pas de problème, puisque on est dans le cas où la taille allouée initiale était déjà assez grande. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas le cas? Eh bien, si ce n'est pas le cas, cela revient à copier ailleurs et à retourner dans la variable toto le pointeur vers la nouvelle zone. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir on crée un nouveau pointeur Titi qui reçoit malloc de la nouvelle taille dont on a besoin, on copie de toto vers Titi, et puis après on fait free toto, et après on refait toto égale Titi, eh bien non, realloc le fait pour nous. On peut le faire soi-même si on veut, mais realloc le fait pour nous, et en écrivant toto reçoit realloc de je sais pas quoi, on a dans tous les cas l'assurance que après cette affectation, la valeur de toto pointe bien vers une zone de mémoire qui a au moins la taille dorénavant plus grande dont on a besoin maintenant, et en plus on est sûr que nos données se trouvent dedans, les données qu'il y avait dans le toto d'origine sont toujours dans le bloc, soit parce qu'elles ont été copiées par realloc dans le cas écrit en rouge, soit parce que tout simplement l'adresse de base du bloc n'a pas changé, comme dans le cas en vert. Présentons maintenant la nouvelle struct, la struct de cette version 3. Donc, nous allons faire un typedef d'une certaine struct et nous allons appeler ce nouveau type de données strbuffer pour changer. Et voici maintenant la tête de la struct. Trois champs int len, int alloc et char étoile data. Alors attendez, moi j'arrête pas de prononcer data, mais je sais que c'est pas du tout comme ça que les anglophones prononcent ce mot. Bref. Alors, il y a un champ alloc en plus. Les deux autres, on les connaît déjà. Ce champ alloc, ça va être la taille allouée. Et c'est forcément un nombre strictement positif. Dans cette version 3, on ne va pas s'amuser comme dans la version 2 K1 à faire un seul appel à malloc pour allouer à la fois la struct et le tableau data. La version 3 va être plus puissante et plus intéressante que la version 2, mais en contrepartie, on ne pourra plus faire ce genre de bidouillage. Autrement dit, à chaque fois qu'on fera un malloc ou un realloc pour le champ data, eh bien, on allouera uniquement de quoi stocker les octets de la chaîne. Or, dans le cas d'une chaîne vide, on ne va pas s'amuser à faire malloc de taille 0. Et on ne va pas non plus fixer la valeur du pointeur data à nul. Parce que si plus tard on veut ajouter des caractères dans la chaîne, ça risque de poser quelques problèmes. Donc ce qu'on va faire, c'est que la taille allouée, effectivement, va être forcément strictement positive, même dans le cas d'un strbuffer vide. Comme ça, pas de problème d'avoir un data nul ou qui recevrait le résultat d'un appel bizarre à malloc de 0. En revanche, le champ len, lui, va donner la taille utilisée, c'est-à-dire le nombre de caractères effectivement stockés dans le tableau data à partir de sa première case d'indice 0. Autrement dit, la taille utilisée est forcément inférieure ou égale à alloc, et la taille utilisée, elle peut très bien être égale à 0. On représentera un strbuffer vide en mettant tout simplement son champ len à 0, quelle que soit la valeur de alloc et quelle que soit l'adresse data qui sera tout sauf un pointeur nul.
En mémoire, une struct de ce genre-là devrait donner ceci. 4 octets pour la len, 4 octets pour la loc, et 8 octets pour le pointeur data, soit 16 octets en tout, c'est-à-dire pas plus que pour la struct de la version 2, alors qu'elle a un champ en plus. Dernier slide avant d'aller sur ordinateur pour faire la partie vraiment intéressante du travail. Voici le prototype d'une de nos fonctions. La fonction qu'on appelle pour modifier un caractère dans un str buffer. Eh bien, voici ce que va devenir cette fonction dans cette nouvelle version du module. Alors, j'écris ça sous forme d'un algorithme. On n'a encore jamais employé ce mot, même si vous, dans vos vies de tous les jours, vous l'entendez sûrement partout depuis longtemps, mais bon, on n'a encore jamais employé ce mot pendant un de mes cours. Eh bien, comme vous pouvez le voir, tout finit par arriver. L'algorithme est le suivant. Premièrement, si index est supérieur ou égal à bu_alloc, autrement dit, si on veut ajouter un caractère à une position qui est au-delà de la zone allouée. En tout cas, au-delà de la zone où on est sûr qu'on ne dépasse pas la taille du bloc alloué. Alors, on réalloue data suffisamment grand, et puis on modifie la valeur de alloc, parce que si on réalloue data, eh bien, le champ alloc doit lui-même être modifié pour la cohérence. Alors, j'ai mis des guillemets à assez grand. Ça veut dire que c'est uniquement quand on va passer sur ordinateur qu'on va décider de ce qu'on va choisir exactement comme taille pour être sûr que c'est assez grand. Ensuite, étape 2. Alors attention, l'étape 2 n'est pas la partie sinon de l'étape 1. Vous avez remarqué que l'étape 1, c'est si index est supérieur ou égal à bu_alloc, alors quelque chose, mais il n'y a pas de partie sinon. C'est pas alors on fait ça et sinon on fait autre chose. Non, non. C'est si c'est plus grand que bu_alloc, alors on fait ça. Sous-entendu, sinon on fait rien. Et quel que soit le résultat de l'étape 1, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est maintenant si index est plus grand que la zone utilisée. Alors, on remplit les trous de 0. Je vais expliquer ce que c'est juste après. Et puis, on met à jour le champ len de la même façon qu'on a éventuellement dû mettre à jour le champ alloc dans l'étape 1. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de trous? Imaginons qu'à un stade, à un moment de l'exécution d'un de nos programmes, buf_len soit égal à 10. Ce qui veut dire qu'il y a 10 caractères, indicés de 0 à 9. Bon, là, je ne vous apprends rien. Si on appelle cette fonction cette charate, pour placer un nouveau caractère à l'index 10, c'est-à-dire juste après le dernier qui existe à ce moment-là. Eh bien, dans ce cas, il n'y a pas de trou à remplir. On va écrire ch dans la case numéro 10 et on va juste dire que bu_len est dorénavant égal à 11. Mais si au lieu de mettre 10, je mets 20, eh bien, dans la case numéro 20, on va mettre le caractère ch, on va mettre à jour la len qui sera dorénavant 21, mais toutes les cases qu'il y aura entre la numéro 10 et la numéro 19, ou entre la numéro 11 et la numéro 19, si entre-temps on a mis quelque chose dans la numéro 10, hein, peu importe, eh bien, toutes ces cases-là, leur contenu est indéfini, indéterminé. Donc, on remplira de 0 par précaution les cases allant de la 10 à la 19 ou de la 11 à la 19. Notez que, en soi, le fait de pouvoir ainsi remplir une chaîne de caractères dans le désordre le plus complet en laissant des trous qui seraient arbitrairement mis à 0, notre module permettra de faire ça, mais quand on fait des manipulations classiques avec des chaînes de caractères, en pratique, c'est pas une fonctionnalité qu'on utilisera. En pratique. Maintenant, en tant que programmeur, on doit prévoir que quelqu'un pourrait vouloir utiliser notre module de cette façon-là, et donc il faut penser à ce qu'on fait dans ce cas-là. Ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est remplir les trous de 0, et peut-être, si on est en mode debug, afficher un petit warning quand même, un petit avertissement pour que le programmeur puisse se redemander si ce qu'il fait à ce moment-là est bel et bien ce qu'il veut faire. Hein. Et enfin, étape 3, bon bah voilà, dans la case index du champ bu_data, on met ch, ce qui marchera dans tous les cas, puisque à l'étape 1, on fait une réallocation si c'est nécessaire.
Allez, on passe sur l'ordinateur maintenant. Rebonjour. Alors, on est parti. J'ai noté ça. J'espère ne pas oublier vers la fin de la vidéo de parler de type abstrait de données. Si j'oublie, vous pouvez être sûr que ce sera la première chose que je ferai dans la vidéo suivante. Alors, on va modifier notre struct strbuffer pour ajouter ceci dedans. Et puis, je vais réexécuter mon programme en... Alors, pour l'instant, le module n'a pas changé en dehors de ça. Hein. Oh, bravo, hein, j'ai fait une bêtise au clavier. Raccourci clavier qui ordonne à Emacs de minimiser sa fenêtre. Bref. Voilà, donc là, on a bien 16 octets comme size of de strbuffer, alors qu'on a ajouté un champ. L'explication n'est pas magique. Hein. Je vous renvoie à la vidéo précédente et au début de celle-ci. Maintenant, si je change l'ordre des champs de cette façon-là, il me semble qu'on devrait avoir 24. Eh oui. Alors, que ce soit 16 ou 24, ça n'a pas d'importance, tant qu'on écrit des petits programmes qui font encore rien. Parce que imaginez un logiciel un peu costaud qui ferait usage d'un très grand nombre de strbuffer stockés simultanément dans la mémoire. Si la struct prend plus de place pour un seul strbuffer, eh bien, multipliez cette différence de taille par le nombre de strbuffer et ça peut pousser votre programme à exiger beaucoup plus de mémoire pour le même résultat. Ce qui va entraîner différents problèmes, dont des problèmes de performance. Comment ça se fait que si on a besoin de plus de mémoire nécessaire, on va avoir des pertes de performance aussi? Eh bien, ça tient à certains sujets dont on n'a pas encore parlé et c'est pas pour tout de suite. Bref, je vais donc replacer le champ alloc ici et puis maintenant je vais commencer à modifier l'implémentation. Alors, d'abord, je crois qu'on va pouvoir aujourd'hui écrire toutes les fonctions dont on avait jusqu'à maintenant noté qu'on ne pouvait pas encore les faire ou que ça allait être difficile de les faire. Maintenant, on va pouvoir tout faire. Donc, par exemple, char, on va la faire aujourd'hui. Et celle-ci, on va la faire aujourd'hui. On va aussi faire strbuffer-debug. On va même le faire maintenant. Ah non, celle-là, on va vraiment la garder pour plus tard. On va attendre d'avoir parlé de la sortie standard et de la sortie standard erreur avant de l'écrire. Si on avait déjà évoqué ces sujets-là, je pourrais effectivement l'écrire aujourd'hui sans problème, et j'aurais même pu écrire une version de strbuffer-debug dès la première version du module. Bref. Donc, première chose, dans la fonction strbuffer-alloc et dans la fonction strbuffer-init, il est nécessaire de déjà affecter quelque chose au champ alloc. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ce champ existe ici, si on ne lui donne pas une valeur dans une des fonctions qui est supposée créer un strbuffer, avec des champs initialisés correctement, eh bien dans le champ alloc, il peut y avoir n'importe quoi. Il y aura une valeur indéterminée et on risque d'avoir quelques soucis. Alors pour l'instant, je vais juste écrire ça. Et je vais faire pareil dans la fonction strbuffer-init, qui est en fait la version stack, entre guillemets, de strbuffer-alloc. Bon, ça c'est juste pour que nos champs ils aient toujours une valeur qui veut dire quelque chose. Mais maintenant, on va faire la vraie modification du module. Et alors là, la première chose, c'est que je vais créer une fonction strbuffer-create qui prend un paramètre qui va être
la taille qu'on veut allouer au départ. Donc, je vous avais dit, les fonctions dont on avait écrit les prototypes dès le début, j'essaierai de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de modifier les prototypes, mais je prévois déjà que pour ce prototype-ci, il y aura un changement. Voilà, maintenant c'est fait. J'espère qu'en dehors de ce changement-ci, il n'y en aura pas d'autres. J'espère aussi que j'aurai pas besoin de modifier ces prototypes-là. Bien que cela, j'y ai un petit peu moins réfléchi, donc on verra. Disons que ce sera moins choquant si on a besoin de modifier cela que si on a besoin de modifier un des autres. Donc, la fonction str_buffer_alloc, qui est une fonction statique du module string buffer, le paramètre qu'elle va prendre maintenant, ce sera la valeur de alloc. Et la len sera fixée à 0 arbitrairement. Autrement dit, str_buffer juste alloué avec str_buffer_alloc sera une chaîne de caractères vide dans laquelle il y aura quand même une zone allouée pour le champ data avec une certaine taille de mémoire. Le byte count, ça va être alloc fois size of the char. Et donc, comme j'expliquais sur Ardoise, on oublie ça. Bon, à partir de ce moment-là, ici, on va faire ça. Voilà. Et ici, on va pas oublier ceci. Et oui, parce qu'il faut quand même l'allouer, ça. Donc, je crée ma struct alloué dynamiquement. Je fixe son champ len à 0, son champ alloc à alloc. Et je crée son data. Le byte count, ma foi, variable intermédiaire inutile. Hein, je vais juste écrire ceci. Voilà. Ensuite, le str_buffer_init. Alors, ça, on n'y touche pas. Si ce n'est que ici, on va avoir un champ alloc. Ah ben voilà. Est-ce que c'est changer vraiment le prototype si le type des paramètres ne change pas? Oui, parce qu'on change leur sens. Alors, est-ce que c'est gênant? Non. En fait, est-ce que je l'appelle init_alloc comme en haut? En fait, c'est un petit peu... Quand j'avais annoncé dès le début que ici, il allait forcément avoir une modification dans les paramètres, ici, c'est la même pour la même raison. C'est juste que je ne l'avais pas anticipé. Donc, on va dire que ça va encore. Hein. Donc, nanana, danana, nanana, nanana, nana. Ouais, je vais l'appeler init_alloc là. Je suis pas obligé de lui donner le même nom là. Oui, Bon, en tout cas, on appelle str_buffer0 dans les deux cas ici. Alors oui, j'ai pas modifié ça encore. La len vaut 0, alloc vaut alloc. Voilà, et ici, et oui, mettre 0 partout, il faudrait aller jusqu'à bufflèche alloc. Remarquez que on pourrait dire que dorénavant, on n'a plus besoin de cette fonction. Parce que tous les octets qu'il y a dans le champ data à des index supérieurs ou égaux à len, c'est en dehors de la chaîne. Donc, à la limite, c'est une partie qu'on peut laisser non initialisée. Si le programmeur fait vraiment n'importe quoi, ça va lui péter la figure tôt ou tard et il risque de mettre un petit peu de temps à comprendre d'où vient le problème, mais tant pis. Ensuite, du coup, voilà, je n'appelle plus ça. Et puisque, allez, soyons fous, puisque ces trois lignes-là sont exactement les mêmes, mais pourraient changer à l'avenir si jamais on changeait encore la structure de notre type str_buffer, on pourrait très bien mettre ça dans une autre fonction. Vrai,
fonction auxiliaire de strbuffer_init qui prend en paramètre un strbuffer buff et une valeur d'alloc. Cette fonction, elle fait ces trois affectations-là. Donc, je peux enlever ça ici, je peux enlever ça là, et dans les deux, je remplace juste par un appel à strbuffer_init_aux en lui passant en paramètres buff et alloc. Alors, ce que je viens de faire là, ça s'appelle une factorisation de code. C'est le fait que quand on a deux blocs de code identiques, on les déplace dans une fonction à part qui sert qu'à ça, et on peut ainsi remplacer par un seul appel de fonction les blocs qu'il y avait au départ. L'avantage de ça, je le répète, c'est que si jamais à l'avenir je modifie encore ma struct, eh bien, j'aurai une modification à faire dans cette fonction-là, et je n'aurai pas besoin pour autant de retoucher ni celle-ci, ni celle-là. Bon, alors, on va considérer que jusqu'à ici, on a modifié notre code de façon correcte. Je ne suis pas sûr que ce soit correct. On va faire quelques tests et on risque de s'amuser. Bon, conversion de regstr to strbuffer version stack. Alors, on fait appel à strbuffer_alloc en passant en paramètre len, qui est la len de src. Ok. Donc, on passe bien en paramètre la valeur d'une variable qui s'appelle len à et le paramètre dans la fonction s'appelle alloc. Hein, ça reste correct. Hein, bon. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a ça qui copie de la chaîne src vers buff flash data. Et alors, j'ai envie de dire que on peut faire ça. On peut garder ça directement, mais à condition de faire ceci. Voilà. Parce que n'oubliez pas que la fonction strbuffer_alloc, elle va mettre len à 0. Voilà. Ouais, c'est un peu du bricolage, mais ça permet après de garder ce bloc tel qu'il est là, écrit de cette façon-là, qui est toute simple et rapide à exécuter. Bon. Ensuite, alors, empty strbuffer_create, alors on a dit maintenant il y a un paramètre qui est init_alloc. Là, et on va appeler strbuffer_alloc en lui passant en paramètre init_alloc. Et bien en fait, c'est idiot. C'est idiot. Il suffirait de dire, en fait, la fonction strbuffer_alloc, c'est celle-ci. Donc, ce qu'il y avait dans strbuffer_alloc, fonction statique qui va maintenant dégager, on le met tout simplement là-dedans. Alors, problème, partout où on appelait la fonction strbuffer_alloc, ben maintenant on appelle empty strbuffer_create. Ok, il faudra s'en souvenir. Voilà, par exemple ici. Tac. Bon, maintenant la fonction strbuffer_free, alors ça va pas être aussi simple. Ah si. Par contre, la strbuffer_destroy, c'est elle qui ne va plus être aussi simple. Rappelez-vous, ça fait un certain temps que je vous dis, la strbuffer_destroy ne se limitera pas à un appel à free. Hein, c'est déjà le cas, mais disons qu'on va maintenant devoir faire deux appels à free. Tac. Vous voyez, je recopie le bloc de code là. Bah, à la limite, j'enlève ça, et tant pis si ça fait un appel de fonction en plus, donc c'est censé être un petit peu plus lent parce qu'il faut passer les paramètres sur la pile, etc. Au moins, ça fait aussi une factorisation de code. Ok. Ensuite, la version stack regstr to strbuffer. Là, ça risque d'être compliqué. Alors, attends.
Là, d'avoir len à la place de alloc, et comme tout à l'heure, c'est pas plus gênant que ça. Ensuite, à condition qu'on fasse le même bricolage que tout à l'heure, ce bloc de code pourra être gardé tel quel. Voilà. Je vais mettre ça pour dire on en est là pour l'instant. Pour l'instant, je vais voir si le compilateur prend toujours notre module string buffer tel qu'il est là. C'est-à-dire que s'il détecte aucune erreur, ça ne veut pas dire que le module est correct. De fait, il est forcément incorrect parce qu'il y a plein de fonctions qu'on n'a pas encore mises à jour. Mais si le compilateur ne laisse pas passer le truc, c'est sûr qu'il y a un problème par contre, dans ce qu'on vient de modifier. Sans doute du moins. Bon, alors quel est le problème? Ligne 35. Hack init aux. Buff alloc. Ouais, il s'appelle init alloc, oui. Ouais, allez. Soit je modifie le nom du paramètre là, soit je le passe avec son bon nom ici. Allez, avance, j'ai pas envie de me battre pour ça. Ensuite, ligne 183, ah bah oui. C'est le seul endroit qui restait où on faisait appel à strbuffer alloc, il faut croire que oui. Donc maintenant, ça s'appelle empty strbuffer create. Allez. Bon, ok. On va pouvoir avancer, je pense. Alors, ok. Mon marque-page était là. Alors, le set charat, voilà, cette fonction va nécessiter une assez grande modification conforme à ce qu'on expliquait tout à l'heure sur l'ardoise. Enfin, c'est pas une ardoise, ça peut y ressembler. Hein. Ce sont des feuilles de papier, j'écris dessus avec des feutres normaux, pas des feutres pour ardoise, ni des gros marqueurs pour tableau blanc. Et puis je scanne ça. Enfin bon, bref. Si vous avez vu toutes les anciennes vidéos, vous en savez un peu plus sur la façon dont je réalise ces slides très artisanaux, très fait main. Bon, alors tiens, il y a un double point virgule ici, je n'avais pas fait attention, ça sert évidemment à rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va se passer que, peut-être que ça j'en ai plus besoin, que on va laisser une erreur de type out of bounds uniquement si l'index est strictement négatif. Parce que si l'index est plus grand que len, et même s'il est plus grand que alloc, c'est plus un problème. Alors, ce qu'on avait dit sur ardoise, c'est que si index était supérieur à buflèche alloc, là, on a besoin de redimensionner. Voilà. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? L'idée, c'est de décider d'une nouvelle taille. Alors, une nouvelle taille, on pourrait, par exemple, considérer index x 2. Pourquoi? Parce que si je veux écrire à la case numéro 20 et que c'est plus grand ou égal à buflèche alloc, autrement dit, je suis obligé de redimensionner. Je vais directement redimensionner à une longueur double, 40. Comme ça, si jamais la taille du strbuffer augmente de façon linéaire, en fonction du temps, eh bien, la fonction sera appelée de moins en moins souvent. Certes, à chaque fois qu'elle sera appelée, il y aura une zone plus grande à redimensionner et donc potentiellement à recopier réellement, comme on expliquait tout à l'heure sur ardoise, parce que nous, la recopie, on la code pas nous-mêmes, c'est la fonction realloc qui fait le travail dans le cas où la copie est nécessaire, mais cette copie, elle peut être relativement longue quand elle a lieu, donc autant que la fonction soit, autant qu'appeler cette charat nécessite le moins souvent possible de faire un appel à realloc. Et même, alors au lieu d'index x2, on va même mettre index x2 plus 1 pour être sûr que cette nouvelle taille qu'on calcule est jamais négative. Et même pour être sûr qu'elle est strictement positive et surtout qu'elle est strictement plus grande que index, parce que c'est nécessaire. Alors, je vais appeler ça new alloc. Voici la nouvelle taille allouée de buflèche alloc. Est-ce qu'on est obligé de faire x2? Est-ce que c'est pas un peu radical? Parce que on pourrait très bien faire ça. Je veux dire,
On pourrait, hein? Allez, on va essayer ça. Donc, à la fin, on sait qu'on va mettre à jour le champ alloc et on doit faire notre realloc, c'est-à-dire que buf-data va être égal à realloc de buf-data et la nouvelle taille new alloc. Alors attendez, maintenant que j'y pense, sur les slides tout à l'heure, j'ai oublié, j'ai écrit realloc comme si elle avait qu'un seul paramètre, à savoir la nouvelle taille allouée. Non, il faut lui passer le pointeur qu'on veut réallouer. Et oui, parce que la fonction realloc a besoin de savoir de quel bloc de mémoire, elle a besoin de savoir de quel bloc de mémoire on lui parle pour savoir, par exemple, si à cet endroit, il y a déjà une taille allouée suffisante ou pas, et puis surtout pour pouvoir recopier les données si jamais c'est pas le cas. Enfin, c'est pas et puis surtout, c'est et puis aussi plutôt. Bref, donc là c'est bon, mais on va préciser, on va afficher un petit message pour l'instant pour dire que on fait un realloc. J'écris juste ça parce que c'est pas un message qui va rester longtemps. Voilà, voilà. Donc, là, je crois que c'est bon. Ensuite, ça, c'était le bloc 1 dans l'algorithme qu'on avait écrit sur papier. Donc, le bloc 2 de l'algorithme disait, si jamais on est supérieur ou égal à buf.len, qu'est-ce qu'on fait? Ben, déjà, on va mettre à jour la len, qui sera égale de fait à index plus 1. Par exemple, si je veux écrire à la case numéro 20, et que 20 est supérieur ou égal à buf.len, buf/len, ça veut dire que la len augmente, mais elle est juste égale à 21, puisqu'il n'y a pas d'éléments au-delà de 20. S'il y avait déjà des éléments au-delà de 20, on n'aurait pas besoin de modifier la len. Et rappelez-vous qu'on doit remplir de 0, en tout cas c'est ce qu'on a décidé de faire dans ce cas-là, si jamais il y a des trous à combler. Alors, première chose, on va déterminer s'il y a des trous à combler. Il y a des trous à combler si index strictement supérieur à buf/len. Voilà. Donc si index est supérieur strictement à buf/len, on va écrire fonction setCharat. On va remplir, on est en train de remplir tant de gap, je vais dire. Voilà. Et le nombre de trous à... C'est pas print, hein, c'est printf, hein, je suis Python. Hein. J'ai fait un peu de Python ces derniers temps, du coup je mélange tout. Donc le nombre de trous à remplir, c'est buf/len moins index. Ah, ça c'est l'avertissement dont j'avais dit tout à l'heure que je voulais le mettre dans une section mode debug. Et j'ai oublié ce détail en écrivant le code, mais c'est pas grave puisque de toute façon, vous connaissez ce sujet, vous auriez donc rectifié tout seul. On reprend. Et du coup, ben, allons-y. Int i égale buf/len. Tant que i est strictement inférieur à index, qu'est-ce qu'on fait? Ben, déjà, on n'oublie pas le i++. Et aussi, dans buf/data de i, on va mettre un caractère nul. Alors, non, pour que ça soit visuel à l'écran, au lieu de mettre une valeur nulle, on va mettre un vrai caractère qui est affichable. Par exemple, je ne sais pas moi, une étoile. Bon, alors, je vais mettre un petit commentaire ici pour dire peut-être remplacé par un nul hein, dans un avenir proche, parce que c'est peut-être mieux pour le programmeur utilisateur de remplacer par un octet nul, mais nous, pour pouvoir voir visuellement les gaps remplis, on mettra une étoile. Bon, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a pris ces précautions-là, il suffit de faire que buf/data de index reçoit le caractère. Ce qu'on faisait en 2 instructions auparavant, mais c'est évidemment pas nécessaire de l'écrire. Oh, qu'est-ce qui se passe? De l'écrire de cette façon-là. Oh putain! Mon clavier me joue encore des tours. Et j'ai horreur de ça. Je m'ennuie à expliquer des choses pas simples. Enfin, je m'ennuie, façon de parler. Hein. J'adore faire ça, ça me passionne, mais
Je m'ennuie, ça veut dire ça me coûte en effort. C'est pas simple. C'est pas pour me faire emmerder par un clavier de merde toutes les 10 secondes. Allez, voilà, Realloc. Realloc n'existe pas. Ah bon? Parce qu'il manque, voilà, ça. Ok. Donc j'imagine que maintenant Realloc existe. Voilà. Alors tant qu'on y est, en fait, on va enlever ça. Voilà, on va enlever ça. Hein. Et au lieu d'appeler Realloc, on va appeler une fonction à nous memory Realloc. Qu'on va écrire tout de suite sur le même modèle que memory alloc. Donc la fonction prend un premier paramètre de type void étoile, un deuxième de type count, ok, exactement comme la realloc des bibliothèques standards. Quoique, si ça se trouve, elle a des paramètres supplémentaires optionnels, j'en sais rien. Voilà, ok. Donc là, on va pas faire compliqué, hein. On va faire exactement la même chose qu'avec memory alloc et pour les mêmes raisons. Voilà. J'espère que vous avez compris quelles sont les raisons pour lesquelles je mets une boucle infinie ici. Dites-vous bien que je vais l'expliquer un jour. Ça va venir tout seul à un moment où on s'y attendra plus et je crois que ça va étonner des gens. Bon, je peux pas prétendre que ça étonnera tout le monde, mais en tout cas, ça va étonner des gens. Donc là, l'idée, c'est on fait appel à realloc en lui passant paramètres ptr et byte count. Alors oui, mais il faut pas l'appeler ptr aussi. Voilà. Tac. Donc, memory realloc de temps d'octet avec une adresse qui peut être nouvelle selon que la fonction realloc a dû bouger le bloc en mémoire ou pas. Enfin, je me comprends. Maintenant, si le ptr vaut nul, eh bien, on fait ça. Alors oui, tant qu'à faire, il vaudrait mieux mettre le printf après ça. Bon. Et puis dans memory alloc aussi, tiens, bizarre, j'avais pas pensé à ça plus tôt. Tac. Ok, bah c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas, on va recompiler mymemory.o. Oui, ça va. String buffer aussi, toujours. Très bien. Oh, ben c'est bien. Alors, on va fermer ça. On va fermer ça. Je crois qu'on a fait notre version de cette charade et il me semble qu'elle est correcte. Je vous dis, on risque d'avoir des surprises en faisant les tests. Hein. Ensuite, getCharat. Alors, getCharat, là, le index supérieur ou égal à len, il faut le garder là dans les tests d'erreur. Hein. Voilà. Et puis ici, pareil, on va écrire ça en une seule ligne. Voilà. La fonction print, la voici. La fonction println, la voici. La fonction strbuffer_debug, plus tard. Oh, je vais la faire maintenant. Allez, voilà. Je vais la faire maintenant, sans expliquer, parce que je veux pas tout dire en même temps. Mais sachez que... alors, ouais. Alors, attendez. D'abord, je l'écris et après, j'explique pourquoi j'en dis pas plus. Donc, nanana, ici, au lieu de faire un printf, on va faire ça. Voilà. À la fin, on va faire ça. Oh. Et ça. Oh, putain. C'est pas le clavier, là. Là, c'est moi, j'ai mes doigts qui font n'importe quoi sur le clavier. Voilà. Et par contre, juste un truc. Allez, je vais écrire ça comme ça. Ok. Donc, à ce stade de nos vidéos, vous n'avez pas nécessairement la culture pour comprendre le bloc de code que je viens d'écrire là.
Eh bien, c'est pas grave. Je vous le redis, dans un futur proche, on va voir quelques petites choses qu'on n'a pas encore vues qui vous permettront de comprendre ce bloc de code après coup. Soit je penserai à vous le remontrer et à vous l'expliquer dans le détail dans une des prochaines vidéos, soit j'oublierai, mais si j'oublie, c'est pas grave, parce que comme on sera sûrement amené à écrire d'autres fonctions de ce genre-là, ça devrait aller. Bon, ensuite, la addchar. Alors, addchar, c'est pas compliqué. Ça pouvait l'être jusque-là, maintenant, ça sera pas compliqué. Addchar, ce sera juste un appel à strbuffer setcharat en position d'index buffleshlen. Voilà, tout simplement. Ensuite, le concat aux. Alors là, tiens, j'ai une petite idée là. Le concat aux, je vais mettre en commentaire tout ce qu'on avait écrit jusque-là. Dans la strbuffer concat, on faisait ça. Ouais. Ici, on faisait ça. Et après, on appelait concat aux. Alors, dans les deux cas, on est sûr que la laine allouée est la bonne. Mais, oh, allez, on va juste faire ça. Tais-toi, tais-toi. Après, comme ça, on peut écrire ça tranquillou. Ça, on touche à rien. Et ce sont des blocs de code très rapides à exécuter. Bon, maintenant, on va pouvoir écrire la strbuffer concat, celle qui ajoute les caractères de buff2 dans buff1. Donc là, c'est très compliqué. On peut l'écrire très simplement maintenant. Non. Ça, voilà. Voilà. Une fonction dont on pouvait penser qu'elle serait pas facile à écrire. C'est vrai que dans les implémentations précédentes de string buffer, ça aurait été compliqué. Dans les versions précédentes du module, ça aurait été compliqué. Mais maintenant que cette fonction existe, et sachant que cette fonction, certes, se limite à un appel à celle-ci, mais que celle-ci, elle est devenue sacrément puissante, en tout cas, à supposer qu'elle marche du premier coup, moi, j'en fais pas le pari. Alors, déjà, je vais essayer de tout remaker, là. Ok. Pourquoi est-ce que quand je rappelle la commande make, ça recompile ces trois modules? Eh bien, parce que tous les trois ont été modifiés depuis la compilation make tout court précédente. Vous me direz, non, mais on n'a pas modifié myregester. Oui, mais regardez. Si on regarde le fichier myregester.c, il fait inclure de mymemory.h. Or, mymemory.h, lui, a été modifié. Donc, il est obligé de recompiler myregester.c, puisqu'il fait il disinclut d'un truc qui a lui-même été modifié. L'intérêt de la commande make, alors elle n'est pas du tout le seul outil au monde à faire ça, hein, mais l'intérêt de la commande make, c'est que quel que soit le nombre de fichiers de code que vous avez dans votre projet, quand vous modifiez quelque chose, quand vous remakez, elle va recompiler tous les fichiers qu'il est nécessaire de recompiler, mais uniquement eux. C'est pour ça que dans bien des cas, quand vous rappelez make, ça rappelle GCC avec -c sur un seul fichier, et après ça refait l'édition des liens. Voilà, là, ça recompile 3 fichiers d'un coup, c'est parce que j'ai fait suffisamment de modifs là pour que ce soit nécessaire. On évite de perdre du temps comme ça. Alors maintenant, je vais essayer d'exécuter le hello.exe tel qu'on l'avait jusque-là, et si ça se trouve, il n'y a plus rien qui marche. Parce que je ne serais pas surpris, avec toutes les modifications que je viens de faire d'un coup, je ne serais pas surpris d'avoir mis plein d'erreurs. Alors,
On dirait qu'il n'y a pas eu de plantage. Les tailles allouées et libérées sont les mêmes qu'avant. La concaténation fonctionnerait. Et on a le même nombre d'appels à malloc qu'avant et le même nombre d'appels à free qu'avant. Et chaque bloc alloué a été freed exactement une fois. Le bloc à l'adresse 0C91440 a été alloqué puis freed et puis realloqué puis refreed. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème. On dirait que ça marche du premier coup, mais attention, on n'a pas tout testé. Là, il va falloir s'amuser à tester un peu plus. Donc, alors, afficher le size of actuel de string buffer, j'en ai besoin. On a bien compris que c'était 16. Alors, j'ai bien envie déjà d'exécuter la version précédente, celle qui faisait tout sur le tas. Tout sur le tas, donc voilà, là, là et là. Ok, est-ce que là ça marche toujours? Oh, pas du tout, oh, putain, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a nos esperluettes là qui n'ont plus lieu d'être, pardi. Oh! Mais si, pour les destroy, si, oh là là, bien sûr que si. Du fait qu'il faut remettre les pointeurs à nul à la fin d'un appel à destroy, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, c'est au concat, il faut les enlever. À println et au concat, il faut les enlever, puisque cette fois, ce toti et tutu sont des str buffer étoiles et non des str buffer tout court. Voilà, on dirait que ça va. Il y a beaucoup plus d'appels à malloc et à free qu'avant. Pourquoi? Parce que cette fois, chaque str buffer alloué entièrement sur le tas, c'est 2 appels à malloc. Et donc, chaque libération, c'est 2 appels à free. Je le redis, là, on a un appel à malloc pour la struct et un autre pour le champ data. Alors, à ce propos, est-ce qu'on a bien le même nombre de malloc et de free? Oui, c'est 6 et 6. Les tailles en octets sont cohérentes et chaque bloc est alloué une fois et libéré une fois. Ok. Bon, alors on va peut-être vite se lasser d'avoir tous ces affichages et en même temps, on va pas les supprimer de façon définitive aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, ce qu'on va dire, c'est que on fait ce genre d'affichage uniquement si une certaine constante symbolique que je vais par exemple appeler memory verbose, hein, blabla memory en bon français, voilà. Dans le point H de myMemory, eh bien, je choisis ou non de mettre ce define ou pas. Donc par exemple, là il n'y est pas. Donc si je recompile et réexécute, eh bien on voit. Quoi? Attends. Attends. Et oui, c'est qu'il faut faire aussi ça pour free, pardi. Ok, on va y arriver. Voilà. Vous avez vu, là j'ai modifié que myMemory depuis la compilation précédente, donc il a refait gcc-c que sur celui-ci. Alors que la compilation précédente affectait tous nos modules. Bon. Bref. Donc là, voilà, il n'y a plus toutes les infos sur les adresses des zones allouées et libérées. Et on retrouve notre programme. Et là, une fois de plus, on peut mesurer à quel point notre programme fait rien, quoi. Il crée 2 chaînes de caractères et il les concatène. La seule chose qui représente une avancée par rapport à ce qu'on faisait plusieurs vidéos en arrière, c'est que cette fois, ce sont des string buffers, c'est-à-dire un type de chaîne de caractères à nous, qui est beaucoup moins limité que le type chaîne de caractères de base du langage C. Bon, et maintenant, je vais definer memory verbose. Là, puisque les modules font un dièse include de mymemory.h, en recompilant, ça va devoir recompiler tout, mais on retrouve notre affichage bien. Voilà. Donc, continuons à nous amuser. Donc ça, j'enlève définitivement, puis en fait, j'enlève tout. Voilà, voilà. La suite, de suite. Alors,
on va aller dans stringbuffer.h et j'ai envie, par exemple, de créer un str_buffer vide en allouant de quoi mettre juste 4 pauvres caractères dedans. Je n'oublierai pas de désallouer ça à la fin du programme. Et entre-temps, pour l'instant, je vais juste faire println de buff. Oui, donc comme c'est une chaîne vide, je ne suis pas étonné qu'il n'y ait rien, mais il y a quand même un saut de ligne ici. Mais il y a un saut de ligne. Ah tiens, pourquoi? Attendez, j'enlève le ln. Tiens, non, parce que ça devrait passer à la ligne, mais pas sauter une ligne. Attends, qu'est-ce que c'est? Alors, mon println, il fait un print, mais le print, il passe pas à la ligne. Il doit y avoir un autre moment où je fais un println et où ça se voit pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, si j'appelle juste print, ici, on passe pas à la ligne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je fais un passage à la ligne quelque part, mais je vois pas où. Dans le code qui s'exécute là, c'est pas possible, c'est de la science-fiction. Tout ça, ça fait pas de print. Dans Destroy, ça fait pas de print. Attendez. Alors, c'est là que c'est... Ici, je fais des prints, mais ils font qu'un passage à la ligne, ils en font pas deux. Quelle est cette... Oh, c'est pas vrai. Et non mais attends, c'est pas normal. On a le même problème qu'avec la fonction putString hein, dans la première vidéo, qui elle passe systématiquement à la ligne même si on lui demande pas. Sauf que là, c'est pas cette fonction qui pose ce problème, c'est mon code à moi. Mais c'est pas vrai. Bon, on s'en fout. Ah, franchement, les 3 minutes que je viens de perdre à me poser cette question, c'est vraiment 3 minutes de perdu en trop. C'est pas le sujet du jour. Je suis un peu inquiet de constater ça, hein, c'est pas très normal. Mais on va dire que c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, je vais faire appel à str_buffer addchar. Voilà. Je vais dire, voilà, tu vas juste ajouter un caractère dans buff. Par exemple, un B comme bonjour, voilà. Tant qu'à faire, tu le fais avant d'afficher buff. Hein. OK. Ouais. Et attends, j'enlève mon ln là. J'enlève mon ln. Ah, ben c'est bien collé. L'affichage qui suit est collé. Autrement dit, le problème que je venais de remarquer, ça ferait ça que quand la chaîne est vide. Attends. Oh, putain, j'ai mal au crâne. Attends. str_buffer. Non, il y a un truc qui va pas du tout. str_buffer create. On lui passe un paramètre buff et alloc. Enfin, elle appelle initox qui nanana. La len vaut 0. La len vaut 0. La len vaut 0. Donc, si je fais println sans adder un char entre temps,
La laine vaut 0. Donc, si la laine vaut 0, qu'est-ce qu'il a affiché? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, non, c'est bon, excusez-moi. J'ai dit que j'allais pas me prendre la tête plus longtemps que ça avec ça aujourd'hui. Et je recommence. Bon, tac. Donc, B, OK. Ensuite, on va recommencer. On va écrire bonjour lettre par lettre. Bien sûr, il serait plus rapide de faire appel à Regestert ou Esther Buffer en lui passant la chaîne bonjour en un seul morceau. Mais je veux le faire comme ça pour vérifier quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis une lettre en trop? Oui, bon, soit. Allons-y, regardons ce qui se passe à l'exécution. Alors, ici, on a realloc. D'accord, on a un realloc. Et il y a memory realloc de 7 octets, nouvelle adresse. Non, l'adresse est la même. Donc là, on est dans un cas, vous voyez, on avait fait un alloc de 4 octets pour stocker jusqu'à 4 caractères. Et quand on a appelé memory realloc, le bloc est toujours à la même adresse, ce qui veut dire que dans ce bloc de 4 octets que malloc nous avait donné dans un premier temps, en réalité, il y avait plus que 4 octets, il y en avait même au moins 7, on en est certain. Alors par contre, je voudrais comprendre un truc. Dans ma fonction memory, non, dans ma fonction setCharat, on fait index fois 1,5 plus 1. En principe, jusqu'au J, il ne faisait pas appel à ça. On va vérifier. On va faire un affichage. On va afficher Toto après le moment où on ajoute le J. Voilà. Le realloc apparaît bien après le Toto. Donc je ne me trompe pas. BONJ, il est stock sans faire de realloc. C'est normal puisqu'il y a de la place prévue pour 4 caractères au début. C'est donc quand on appelle pour ajouter ce haut-là qu'il y a besoin de realloc. Ce haut-là, ça va être le 5e caractère, c'est celui en position 4. Si je fais 4 fois 1,5, ça me donne 6, et si j'ajoute 1, ça donne 7. Ok. Ok. Donc là, c'est bon, on est bon. Alors, en apparence du moins, hein, on va peut-être avoir d'autres soucis à l'exécution, on va voir. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais faire le même genre de truc, mais nous sommes le lundi, alors dans moins d'une heure, on sera déjà mardi, certes. Nous sommes le lundi 5, non, pas du tout 5, 8 septembre 2025. Je suis en train de tourner une vidéo de cours. Alors, les accents, ils risquent de m'embêter en les affichant. De programmation. Non, elle part un peu dans tous les sens, mais au moins c'est instructif pour ceux qui ont bien suivi les précédentes et qui tiendront jusqu'au bout de celle-ci. Paf. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la longueur de cette chaîne Toto un peu longue. Et on va ajouter purée, c'est pas possible. On va dans une boucle. Ouh, je l'ai tapé, la parenthèse. M'emmerde ce clavier, putain. Dans une boucle, on va ajouter un par un dans buff en position I, Toto de I.
Voilà, et on va voir combien de fois c'est redimensionné, à quel moment, etc. Et à la fin, on affichera la chaîne buff pour voir si ce texte apparaît en entier. Sinon, les caractères accentués, je suis sûr que je vais en laisser et qu'il faudra corriger après coup, mais c'est pas grave. Voilà, bon, allez, qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Donc, je commence d'abord par regarder le texte. Nous sommes le lundi 8 septembre 2025. Je suis en train de tourner une vidéo de cours de programmation. Elle part un peu dans tous les sens, mais au moins c'est instructif pour ceux qui ont bien suivi les précédentes et qui tiendront jusqu'au bout de celle-ci. Bon, ça manque un peu de mise en page, il y a des mots coupés, etc. Mais ça, c'est un affichage de texte brut dans une fenêtre de shell fait avec des bêtes printf ou assimilées. Ok, maintenant, si on regarde tout le cinéma en termes d'allocation mémoire que ça a représenté, euh, voilà, vous voyez un peu le truc. Mais comme vous pouvez voir, à chaque fois, bon, la taille réallouée est plus grande à chaque fois, évidemment, puisque la chaîne, elle rapetit pas. De toute façon, on n'a rien mis dans le code qui permettrait de diminuer la taille des zones allouées au fur et à mesure qu'une chaîne rétrécit éventuellement. Ça, c'est pas prévu. Mais surtout, à chaque fois, on ajoute de plus en plus. Regardez, au début, on passe de 7 à 11. Non, on passe de 4 à 7, on en a ajouté que 3, puis de 7 à 11, on en ajoute 4, de 11 à 17, on en ajoute 6, etc., jusqu'à 139 à 209, on en ajoute 70 d'un coup. Et effectivement, 70, c'est à peu près la moitié de 139, donc ça colle bien à ce qu'on a écrit là. Alors, l'appel à memory realloc fait du verbose, donc, on n'a pas besoin d'écrire realloc en plus, hein, maintenant que j'y pense. Voilà, ça fera un affichage un peu plus classé pour le même résultat. Oui, ensuite, ici, bah, vous voyez que là où on a alloué que 4 octets au départ, il y avait assez de place sans problème pour en mettre 314, c'est dire, parce que l'adresse est toujours la même, hein, ici, l'adresse après realloc, c'est toujours la même. Attendez, je vais vérifier que ça ne viendrait pas d'une erreur dans notre code ici, mais non, hein, parce que c'est bien le pointeur PTR qui est affiché ici et qui est retourné là accessoirement. Oui, sinon on pourrait avoir quelques problèmes, hein. Il y a ce cas-là qu'on n'a pas testé, alors on va le tester maintenant. Alors oui, attends, on va le tester maintenant. Non, vu la tête du code que j'ai écrit là, on va tester autre chose avant. C'est-à-dire que la boucle là que je viens d'enlever dans hello.c, euh, oh non, allez, non, peut-être pas, voilà. Il suffirait d'appeler la chaîne sstr_buffer_concat qui a priori fait la même chose. Ah non, non, bien sûr que non. C'est vrai. Alors attends, je veux concaténer buff et toto, voilà. Je veux concaténer toto à la fin de buff. C'est juste que ben il y a un moment où il faudra se débarrasser de toto, alors on pourra le faire dès ce moment-là. Et c'est juste que là, toto, ça doit plus être un regster, ça doit être un str_buffer lui aussi. Si on veut appeler la fonction sstr_buffer_concat, il est bien précisé que ces deux paramètres sont des str_buffer. Il n'y a aucun char étoile là-dedans. Donc str_buffer toto égale conversion de regster_buffer to, non, conversion de regster to str_buffer de ce gros machin. Et voilà. Est-ce que ça marche ou va-t-il y avoir un problème? Alors, oui, oui, d'accord. Et je sais pas, il y en a. Ah oui, ah oui, oui, oui. Est-ce que c'est normal qu'il y ait 4 free? Oui, et oui, parce qu'il y a 4 blocs alloués dynamiquement, 2 pour buff et 2 pour toto. Pourquoi 2 pour chacun? Ben, encore une fois, il en faut un pour la struct et un pour le champ data. Mais en termes de memory alloc et de realloc, c'est le bazar. Donc on a notre zone allouée de 4 octets au départ qui passe à 7, puis à 11, etc. Et ça va jusqu'à 314 comme tout à l'heure. Et vous pouvez voir que dans les reallocs, il y a un moment où il y a un changement d'adresse. C'est-à-dire que là, quand on passe de 11 octets à 17 octets, l'appel à realloc fait changer le bloc d'adresse, ce qui veut dire que dans le bloc à cette adresse-là, il n'y avait pas assez de place pour stocker 17 octets après. Il n'y avait pas assez de place pour stocker 17 octets dedans. On pouvait en stocker 11, c'est sûr, peut-être 12,
peut-être 13, peut-être 14, peut-être 15, peut-être 16 à la limite, mais pas 17. Je suis content que ce cas se produise, parce que au moins, comme ça, vous avez une preuve que ça arrive. Vous pouviez vous en douter de toute manière, puisque c'est normal que parfois, quand on fait un réalloc, on demande une taille plus grande que celle qui est effectivement disponible à cet endroit. Maintenant, je vais relire tout le texte pour voir s'il n'y a pas de problème. Nous sommes le lundi 8 septembre 2025, je suis en train de tourner une vidéo de cours de programmation. Elle part un peu dans tous les sens, mais au moins c'est instructif pour ceux qui ont bien suivi les précédentes et qui tiendront jusqu'au bout de celle-ci. Celle-ci, alors évidemment, à l'heure où je parle, je n'ai pas fait le montage, mais je suis déjà certain qu'elle sera la plus longue publiée à ce jour dans cette série de cours de programmation. Non seulement ce sera la plus longue publiée à ce jour, mais en plus, j'espère qu'elle restera la plus longue pendant longtemps parce que j'ai pas envie que les prochaines soient encore plus longues que ça, et encore moins qu'elles soient de plus en plus longues, même s'il n'y a pas de raison pour que ce soit le cas. Il est normal que celle-ci soit particulièrement longue parce qu'elle est réellement l'aboutissement de quelque chose. Et d'ailleurs, tenez bon parce que le plus intéressant dans ce qu'on a à dire aujourd'hui, pour l'instant, on n'en a pas parlé. Ça vaut vraiment le coup que vous teniez jusqu'au bout. Au passage, vous n'oublierez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous intéresse, même si vous commencez à fatiguer. Et j'espère que vous mettrez des commentaires parce que c'est le genre de vidéo de cours qui, à mon avis, en appelle. Alors, je disais qu'il restait au moins une chose très intéressante à aborder. On va faire un dernier truc qui ne va pas prendre longtemps avant et qui sera moins intéressant. Donc, je vais créer un str buffer vide dans lequel on pourra mettre 4 octets encore. Et je vais faire ça. Je vais faire un appel à strbuffer setcharat. Alors, en position 0, je vais mettre, je sais pas moi, un Z majuscule. Et ensuite, je vais mettre quelque chose en position 10. Par exemple, je vais mettre un autre Z majuscule. Bon, et regardez ce qui va se passer. Enfin, j'espère que ça va marcher du premier coup. Voilà, regardez. Dans la fonction setcharat, on remplit 9 trous. D'accord? Alors, il y a écrit -9, donc il y a une petite erreur qu'on va corriger. Et donc là, on a le caractère numéro 0, ici le 10, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui ont été remplis d'étoiles. Voilà. Et maintenant qu'on a visualisé ça, eh bien, on est content. Je voulais vous montrer ça. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, c'est pas bufflen moins index, le nombre de trucs à ajouter, c'est index moins bufflen. Voilà, et j'ai bien envie de laisser mes étoiles pour l'instant, c'est visuel. On mettra des zéros à l'avenir. Hein. Voilà, tac, tac, tac. Ok, là c'est corrigé, il y a écrit 9 et non moins 9. Et puis, est-ce que j'ai un... Je voulais pas modifier autre chose là? Non, ça va, on va passer au truc intéressant. Regardez, je reviens sur le point H de mon module string buffer. Alors, première chose, si on oublie ça, attendez, si on oublie ça et qu'on regarde juste les prototypes des fonctions fournies par le module string buffer, on a idée de ce qu'on peut faire avec. Donc, on a bien implémenté un type de données, qui est un type de chaîne de caractères qui n'existe pas nativement en C et qu'on a décidé de baptiser strbuffer. Mais on n'a aucune idée, en voyant juste le contenu du point H tel qu'il est là, on n'a aucune idée de l'implémentation. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il y a dans un strbuffer. Bien sûr, pour le savoir, il suffit de lire ça. Ce qui veut dire que si je laisse ça en haut de mon point H, eh bien, il suffit de lire ce point H pour avoir une idée de comment c'est codé précisément. Ok, il n'y a qu'en regardant le point C qui contient tout le code du module, enfin les corps des fonctions en tout cas du module, qu'on sait vraiment ce qui est fait. Mais disons que si je laisse ce bloc de code là, je donne une idée concrète de comment le module string buffer est codé, rien qu'en regardant le point H. Mais si j'enlève ça, eh bien,
En lisant juste le stringbuffer.h, je sais, je vais me répéter, on n'a aucune idée de comment c'est implémenté concrètement. À ce moment-là, notre type de données string-buffer est ce qu'on appelle un type abstrait de données. C'est-à-dire, on connaît le nom du type, on a la liste des fonctions dont on peut se servir pour faire des choses avec des données de ce type, on a tout ce qu'il faut pour créer des données de ce type, par exemple ça et ça, pour désallouer des données de ce type, par exemple ça et ça. Ah oui, alors dans les constructeurs, dans les moyens de créer les types de données, on a aussi ça qui peut servir et ça qui peut servir. D'ailleurs, le strbuffer_init, je ne sais pas si c'est opportun de le mettre dans le point H pour le rendre accessible depuis l'extérieur, hein. Bon, en tout cas, voilà, ça, ce point H, c'est une façon d'abstraire un type de données. Alors, il y a des langages de programmation qui permettent de faire ça de façon beaucoup plus carrée qu'en C, parce que en C, il suffit, à partir du moment où on sait que dans un strbuffer, en réalité, il y a tout ça, eh bien, par exemple, rien m'interdirait d'aller, mettons, dans mon mail, modifier directement, et puis écrire n'importe quoi, d'aller modifier directement un des champs, ce qui fait qu'à partir du moment où on s'amuse à faire ce genre de bêtises, la suite, l'exécution de la suite du code, ça peut donner n'importe quoi. Bon, donc certains langages à ce niveau-là sont mieux conçus que C, au sens où ils nous interdisent de faire ce genre de bêtises. Alors que le C est très permissif et si le programmeur ne sait pas parfaitement ce qu'il fait, ça peut partir en cacahuète. Bon, donc, ce qu'on fait souvent quand on programme en C, et ça, c'est pas forcément une habitude à moi, mais ce qu'on fait souvent, c'est que par exemple, dans le stringbuffer.h, on ferait un dièse include d'un autre .h qui pourrait s'appeler comme ça, par exemple. Et c'est dans ce fichier-là qu'on mettrait la struct pour la cacher. Voilà. Résultat des courses, oui, le programmeur, s'il est curieux, il peut ouvrir ce fichier et voir la struct. Mais si on se limite au fichier stringbuffer.h, on a toujours l'illusion que c'est un type de données vraiment abstrait. Je vérifie que ça compile et que ça s'exécute de cette façon-là. Voilà, ok, c'est le cas, c'est bon, on est sauvé. Bon, alors, c'est une idée qui n'est pas stupide et vous pouvez tout à fait le faire, hein, mais moi personnellement, dans la mesure où j'ai l'habitude en C d'avoir des types de données qui sont pas réellement, vraiment, absolument abstraits, puisque de toute façon, c'est pas tout à fait possible dans ce langage, pour moi, c'est pas un problème que la structure soit visible là. Je passe une sorte de contrat avec moi-même qui est que je m'interdis, par exemple, dans le main, d'aller bricoler ces champs directement. En fait, il n'y a que les fonctions du module string_buffer qui ont le droit d'aller modifier directement ce qui se trouve là. Voilà. Comme ça reste un type raisonnablement abstrait de données. Ensuite, rappelez-vous comment j'ai dit depuis le départ que ça serait bien si on n'avait jamais besoin de modifier nos prototypes de fonctions. Paris réussit à l'exception de ça que j'avais vu venir et de ça que j'avais pas vu venir alors que c'était de la même logique. Bon. Eh bien, pourquoi c'est important? Parce que imaginons que je distribue ce module à 1000 personnes dans le monde et qu'elles s'en servent pour faire des manipulations de chaînes de caractères. Peut-être d'ailleurs au passage qu'elles vont ajouter des fonctions dans le module string_buffer, aussi bien dans le point C que les prototypes dans le point H pour pouvoir, grâce à ça, se servir de leurs nouvelles fonctions dans n'importe quel module à elles qui ferait dièse inclus de strbuffer.h. Et imaginons qu'un jour, je dise, bon bah tiens, je vais changer ma struct ici, je veux implémenter ça autrement, et que certaines de ces fonctions, je modifie leur prototype. Eh bien, je vais passer la nouvelle version de mon module aux 1000 personnes qui ont déjà la version précédente, et tout d'un coup, leurs fichiers, elles, ne compileront plus, parce qu'elles feront des appels à des fonctions qui n'ont pas le même prototype. Parce que moi, j'aurais changé les prototypes entre-temps. Donc ça, on évite de le faire. Quand on veut faire du code maintenable sur la durée,
Quand on veut modifier une fonction ou modifier la struct sous-jacente d'un module, ça ne nous oblige pas à réécrire tout plein de trucs dans les autres modules qui s'en servent. On crée des prototypes et on s'y tient. Rien n'interdit au fil des nouvelles versions d'ajouter des nouvelles fonctions et donc d'allonger la liste des prototypes dans le point H. Mais pour une fois qu'on a dit ces prototypes-là ne doivent plus bouger, on s'y tient. Alors, il y a peut-être des cas dans lesquels c'est radicalement impossible. Dans ce cas, tant pis, il y aura un petit peu de casse et on fait avec. Mais il y a des cas où c'est possible. Par exemple, imaginons que j'aurais voulu absolument faire ça. J'ai mis ça au départ comme ça. J'aurais pu dire, eh bien, c'est pas grave, je vais créer une autre fonction qui prend, elle, un init-alloc en paramètre. Du coup, cette autre fonction, je vais l'appeler autrement. Hein. Bon, je lui donne un nom à la noix, là, parce que je ne suis pas inspiré sur le moment. Et dans ce cas, la nouvelle version de cette fonction-ci, son code, ça aurait pu être quelque chose comme ce que je vais vous montrer là. Ça aurait pu être en passant une taille par défaut de init-alloc, par exemple. Donc, les gens qui auraient eu l'habitude de créer des str-buffer vides en appelant une fonction comme celle-ci, eh bien, ils peuvent toujours. Je ne casse pas la compatibilité ascendante de mon module. Mais en plus, ils ont cette nouvelle fonction s'ils veulent choisir la valeur qu'ils veulent pour init-alloc. Bon, alors maintenant, très bien, mais moi, j'ai dit que je m'autorisais à modifier le prototype de cette fonction-ci. Du coup, je peux enlever ça. Je vais revérifier qu'il n'y a pas de problème si je recompile et si je réexécute. OK. Vidéo longue, lourde, j'espère super intéressante. Et je sais que les prochaines, pendant un certain temps, vont être heureusement toutes plus courtes que celle-ci. À bientôt!